Donc, par rapport à ce cours de base de données, donc après avoir déroulé donc, tous ces chapitres-là, parler des prérequis, de l'objectif qui serait atteint après ce cours, on a commencé par un premier chapitre d'introduction sur les définitions, la genèse des bases de données, ce qu'ils apportent de plus, contrairement au système de gestion de fichiers. Ensuite, nous avons beaucoup parlé de la modélisation. Donc, une fois qu'on veut créer une base de données pour un projet spécifique, pour un logiciel ou appli spécifique, comment s'y prendre pour modéliser la base jusqu'à aboutir au MCD. Ensuite, nous avons parlé du modèle relationnel. Parce que il y a plusieurs types de bases de données. Et nous, on a opté pour la base de données relationnelle où les données sont organisées sous forme de table. OK? Après, donc, on a défini tous les concepts, l'histoire de clés primaires, clés étrangères, tout ça. Après, maintenant, on a commencé l'exploitation avec l'algèbre relationnelle pour apprendre comment manipuler maintenant les données, les afficher en sortie, faire des regroupements pour répondre aux différentes requêtes. Aujourd'hui, donc, on va voir le dernier chapitre de ce cours de base de données niveau débutant, parce qu'il y a plusieurs niveaux, mais niveau débutant, qui est le langage SQL. Donc, comme on va le voir, par définition, SQL signifie Structured Query Languages. Ça a été introduit par IBM et c'est une évolution d'un langage qui existait qui s'appelait SQL, commercialisé tout d'abord par Oracle. Maintenant, SQL a fini par devenir le standard pour décrire et manipuler les bases de données. Donc, on va exécuter des commandes pour faire le travail. Il y a des commandes de définition des données comme create, drop, alter, et des commandes de manipulation des données comme select, insert, update et delete. Donc, comme on l'a vu en base de données, les tables qui constituent notre base de données, il y a la structure et il y a les données. C'est-à-dire, il y a le nom de la table, les colonnes, chaque colonne, son type, les clés primaires, les clés étrangères, tout ça. Ça, pour le manipuler, ce sont ces commandes-là. Et pour manipuler les lignes de données, et ce qu'on appelle les NUPLay. Donc, pour les manipuler, pour insérer une ligne, c'est-à-dire les données. Parce que les structures qui hébergent les données et les données sont séparées. Donc, voici le groupe de commandes. On a aussi des commandes d'accès aux données, de contrôle des données, qui s'appellent commit et rollback. C'est-à-dire, si tu crées un utilisateur, tu peux lui donner la possibilité de faire telle ou telle chose avec grant et revoke. Un utilisateur peut être autorisé juste à saisir des données, alors qu'un autre est autorisé uniquement à lire les données. Les commandes commit et rollback, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pour gérer les transactions. Les transactions. OK. Maintenant, avant de continuer, OK. Donc, comme on l'a vu, donc là, comme petit rappel, si vous vous souvenez jusque-là, on a travaillé avec le SGBD MySQL et on a utilisé deux outils pour ça, MySQL Workbench et PHPMyAdmin, qui permettent de créer des bases de données, des tables, saisir des données, faire des imports-exports. On a travaillé aussi avec le SGBD SQLite et un peu le SGBD Access. Pour créer une table, si c'est Access, tu es obligé d'aller vers création, tu cliques vers nouvelle table, tu donnes le nom, tu crées les colonnes et tu donnes le type. Si c'est SQLite, même chose, il y a un autre chemin qu'il faut utiliser. Si c'est MySQL, il faut ouvrir PHPMyAdmin, cliquer sur la liste des bases de données, ainsi de suite. La force de SQL, c'est que si tu maîtrises les commandes,
La même commande, tu vas le taper partout et tu vas créer ta table. Donc, tu n'as même plus besoin de faire des clics, mais tu fais tout à travers des commandes. Tout ce qu'on a vu jusque-là, on peut le faire en utilisant les commandes. Donc, on n'a même plus besoin de maîtriser ou cliquer ou faire ça. Non, non, mais on tape juste la commande et on a notre résultat. Et donc, comment ça s'utilise? Il faut comprendre que SQL s'utilise de deux manières. On peut l'utiliser en mode interactif pour apprendre le langage. SQL est un langage pour les développeurs, donc ce n'est pas destiné à l'utilisateur final. Les requêtes sont envoyées à partir d'un terminal interactif. Et voici un exemple. Il peut être utilisé en mode intégré, donc lors du développement des applications. Et voici un exemple avec C#. Maintenant, ce qu'on vous dit par là, c'est qu'on peut ouvrir directement le SGBD et taper ses commandes, comme on l'a déjà vu, fait jusque-là, mais nous, on faisait la partie manuelle. Donc, quelqu'un peut ouvrir le SGBD MySQL à travers phpMyAdmin et il tape ses commandes. Là, ça va marcher. Comme on peut l'intégrer dans une application qu'on est en train de développer. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pratiquement chaque fois que vous utilisez une application, un site web, un portail web, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit SendWeb, que ce soit Orange Money, que ce soit Web, chaque fois que tu cliques ou que tu saisis des données et tu enregistres, tu es en train de lancer une requête SQL dans une base de données. Mais c'est parce que celui qui a développé l'application, il prend les données que tu as saisies, il le convertit et il le stocke quelque part pour pouvoir le mettre dans la base. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Par exemple, celui qui écrit un programme C# aujourd'hui, là, c'est un codage de C#, mais il peut injecter du SQL à l'intérieur pour interagir. Ça aussi, on va faire des exemples. Maintenant, on parle de ce qu'on appelle curseur. Il y a ce qu'on appelle curseur à base de données. Donc, la notion de curseur permet d'exploiter les résultats d'une requête. C'est-à-dire, quand on fait une requête dans une base, le plus souvent, il renvoie plusieurs lignes. Ce qu'on appelle curseur maintenant, c'est le fait de parcourir ligne par ligne. Donc, un programme intégrant SQL doit être précompilé par un précompilateur. Ça, aujourd'hui, celui qui écrit un programme avec Java, avec Python, avec C#, avec VB, il peut mettre du SQL à l'intérieur, mais il faut une compilation avant de pouvoir l'exécuter. Maintenant, quelle est l'importance du langage SQL? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un standard d'accès au serveur relationnel, donc c'est une norme ISO. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, durant ce cours, on n'a jamais touché au SGBD SQL Server, vous n'avez pas touché à Oracle, vous n'avez pas touché à Postgre. Mais la manière de créer une table, quel que soit le SGBD, c'est le même. Vous faites create table, le nom de la table, et vous donnez les colonnes. Parce que c'est un standard ISO. ISO, ça veut dire International Standard Organization. C'est quelque chose qui est reconnu partout. Donc, qu'on soit au Japon, en Gambie, en Arabie Saoudite, au Mali, en Europe, pour créer une table, tout le monde sait que la commande, c'est create table, le nom de la table. Donc, on n'a même pas besoin, même si on vous donne un SGBD aujourd'hui qui est en chinois, toi, dès que tu ouvres le terminal SQL, tu fais dans la base. Même si tu ne comprends pas les menus qui sont en chinois. Parce que SQL est un standard d'accès aux données, aux bases de données relationnelles, et c'est un standard international. Donc, c'est le langage commun de plusieurs systèmes commercialisés, et il est l'interface logiciel entre les applications et les bases de données, comme on le demande ici. Ici, vous pouvez voir toutes les applications que vous pouvez imaginer aujourd'hui. L'utilisateur, il ne voit pas ce qu'il y a derrière, parce que le développeur qui a développé l'application a mis en place une interface où quand tu cliques, pour mettre tes données dans la base, il passe par SQL pour stocker les données. Quand tu cliques pour afficher les données, il passe par SQL, afficher les données ici. OK. Bon, ça c'est le niveau de normalisation, mais attendez, je vous donne un exemple. Et là,
Le développeur a développé une application et quand je clique là, c'est pour me connecter. Mais sachez que derrière, il vient d'exécuter une requête SQL pour tester est-ce que j'ai un compte dans la base. Là aussi, c'est des requêtes SQL qui sont exécutées. Regardez, quand je clique là, dans inscription, là aussi, je viens de lancer une requête SQL. Donc, chaque fois que tu cliques, dis-toi que tu viens de faire une requête dans la base. Là, c'est la même chose. Celui qui clique là, le fait que tu ouvres l'adresse là, il a appelé beaucoup de requêtes SQL pour prendre les données dans la base. Quand je clique là, même chose. Vous voyez, et là, c'est un identifiant dans la base de données. Bon, ça, je vous en parlerai un peu. Mais là, le simple fait de cliquer, j'ai fait une requête select pour demander uniquement les données sur cet article spécifique. Ainsi de suite. Et comprenez ça. Donc, que ça soit Orange Money, tout ce qu'on veut, c'est toujours comme ça. Chaque clic que vous faites, chaque fois que vous soumettez des données dans un formulaire, comme ici, quand je fais comme ça, là, si tu cliques, il exécute aussi une requête SQL. Il contrôle ce que tu as tapé. Et si c'est bon, donc là, j'ai saisi les données dans un formulaire. Mais quand je clique là, il exécute derrière une requête SQL. Donc, c'est l'interface logiciel entre les applications. OK? Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs normes. SQL, par exemple, c'était le norme de base et le langage évolue. Donc, les syntaxes évoluent. Extension de langage SQL, ainsi de suite. Donc, SQL, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, c'est un langage où, quand tu tapes des commandes, tu as un résultat. Pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, au moins, je pense que vous avez déjà utilisé des formules Excel. C'est la même chose. Quand il y a deux colonnes dans Excel et que tu tapes une formule somme de A à B, il calcule le somme et il te l'affiche. Donc, SQL peut faire la même chose. Si tu tapes cette commande, il te crée une table. Si tu tapes cette commande, il t'affiche les données. Si tu tapes cette commande, il te modifie les lignes. Si tu tapes cette commande, il t'insère une ligne. Si tu tapes cette commande, il te montre uniquement la donnée que tu veux, et ainsi de suite. Et donc, ça évolue maintenant au niveau syntaxique. Et SQL2 a donné une extension de SQL1 avec un meilleur support des règles relationnelles. Et de plus en plus, on a des types. Il y a eu l'intégration aussi du modèle orienté objet. Et l'avantage de la normalisation en utilisant le SQL dans ces projets, c'est que ça réduit les coûts de formation, ça facilite la portabilité des applications et surtout la pérennité et la communication facilitée entre systèmes. Aujourd'hui, un administrateur de base de données, quel que soit le système, si on veut extraire les données, il peut lancer ses requêtes SQL, extraire les données. Il n'a pas besoin de maîtriser ce qu'il y a derrière, mais juste comprendre comment les données sont structurées et il fait ses retraits. Donc maintenant, on va voir les commandes. Comme on l'avait dit, il y a d'abord les commandes de définition des données. Comme on l'a dit ici, il y a les commandes de définition des données et il y a les commandes de manipulation des données. Là, c'est la structure. Là, c'est les données. Maintenant, on commence avec ces commandes-là. Donc, pour créer une table, la commande create table permet de créer la table. Et voici comment ça marche. Create table, le nom de la table, on définit les colonnes. Colonne, type, colonne, type, colonne, type. On définit nos contraintes, si on veut. Les primary key, unique, les clés étrangères avec foreign key, et ainsi de suite. Et voici un exemple. Donc là, je pense que je peux faire comme ça pour faciliter. Là, ça beaucoup. Je peux enlever ça. Là, ça devient beaucoup plus simple. Vous voyez. Donc là, pour créer une table client, voici un exemple de code que je tape. On met toujours create table, le nom de la table, et là, on définit nos différentes colonnes. ID clé, c'est une clé de shortcut, clé de la clé primaire. Donc, ainsi de suite. Là, j'ai créé une table avec 3 colonnes. Colonne ID clé, nom et ville. Et là, en créant une colonne, je peux dire si les clés primaires ou non. C'est juste ça. Donc, chaque colonne créée est la dernière. Là, il n'y a pas de virgule. C'est bon? Donc, vous donnez le nom du colonne et le type. Nom du colonne, type. Nom du colonne, type. Dans les types ici, on pouvait avoir int,
integer, small int, tout ce que vous voyez, décimal, date, ainsi de suite. Donc, les tables qu'on a déjà créées en TP, aujourd'hui, vous pouvez le revenir et le créer en SQL. On peut mettre des contraintes d'intégrité. Là, on peut mettre autant de contraintes pour chaque champ, s'il y a des contraintes. Par exemple, not null, pour dire que cette valeur ne doit pas être nullable, unique, primary key, foreign key et check pour un plage ou liste de valeurs. Donc, une contrainte qui ne fait référence à une seule colonne de table peut faire partie intégrante de la définition de la colonne. Et toute opération de mise à jour violant un des contraintes d'intégrité spécifiées sera rejetée. C'est ça la force de SGBD, c'est-à-dire, quand tu lances une commande SQL, les mêmes règles qui s'appliquaient quand tu insérais manuellement des données sur des opérations s'appliquent. Et donc, là, on parle de SQL 2. Qui permet de spécifier les actions à entreprendre pour le maintien de l'intégrité référentielle lors de suppression, de modification, cascade, set nul et reject. C'est-à-dire, s'il y a une contrainte de clé étrangère entre deux tables, supposons élève et note. L'élève a déjà des notes dans la table note. Si tu veux supprimer l'élève, il va te dire, soit je vais faire une cascade pour supprimer toutes les notes de cet élève, soit je les mets à NU2L, soit je te bloque. Parce que sinon, ça va amener une incohérence dans les données. Et donc, voici d'autres exemples. Là, on crée la table produit. Vous voyez, créer table produit, colonne ID Pro, il est de type char, c'est la clé primaire. Nom, chose, marque, chose, prix, même chose, quantité, même chose. Et là, on fait un check. C'est-à-dire, on définit une contrainte pour dire que la valeur que tu saisis là doit être entre 0 et 100, sinon ce sera rejeté. Check aussi, marque, doit être différent de IBM, stock inférieur à 10. Donc, cette table-là, il a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Le reste, c'est les contraintes. La table-là, vente, on a combien de colonnes? 1, 2. Chaque définition de colonne se termine par 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est ça. Et ça, c'est une contrainte. Foreign key, ID Pro, reference produit, on delete cascade, on update cascade. Et avant d'entamer les index maintenant, on va faire un exemple. J'espère que vous me suivez tout ça. Je reviens avec cet exemple qui est beaucoup plus simple. Je vais faire comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mots réservés de SQL. Je pense que je peux même le mettre en couleur. Et en gras aussi. Donc, vous voyez, quand vous créez une table, c'est ça qui est obligatoire. Là, c'est des mots réservés de SQL. Et ça est là. Vous voyez. Donc, pour créer une table, voici ce qu'on met. La table là, il y a combien de colonnes? Allô, il y a combien de colonnes dans cette table? Il y a 3 colonnes. Il y a 3 colonnes. Et regardez donc, comme j'avais dit, je fais comme ça. Bon, je vous invite à installer Notepad. Ceux qui n'ont pas encore installé Notepad, installez Notepad. Installez Notepad parce qu'on en aura besoin. L'avantage de Notepad, c'est que je penche l'écran là. OK. L'avantage de Notepad, c'est qu'il peut agir avec presque tous les langages. Là, vous voyez le code qu'on a écrit. C'est pas trop facile à regarder, mais quand je change de langage, vous prenez là, Languages, vous allez dans S, vous choisissez SQL. Donc, les mots réservés de SQL, il les colorie. Je pense que ça, c'est plus facile à lire que ce qu'il y avait avant. OK? Maintenant, comme je vous ai dit, regardez, je copie ce code. Je copie ce code. Je pars dans MySQL que vous connaissez déjà. Donc, avec PHP-MyAdmin. J'ouvre PHP-MyAdmin. Je me connecte au serveur en tapant le valeur. Je peux créer une nouvelle base de données. Je l'appelle test. Je prends une base de données qui s'appelle test. Vous voyez,
Pour lancer une requête SQL dans MySQL, on clique là, SQL. Tac. Et je colle. Là, vous voyez, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que copier le code là. Je viens dans MySQL, là où on exécute les requêtes SQL. Je colle ma requête et j'exécute dans exécuter, ici. Tac, on clique là. Et hop, vous voyez, ma table est créée. Elle est bien là. Elle m'a même créé la clé primaire ID click parce que je lui avais dit ça. Donc, je n'ai rien fait à part lancer le SGBD, cliquer dans SQL. Même chose, je pars dans Access. J'ouvre une base de données Access qui existait déjà. Dans Access, pour lancer des requêtes SQL, je viens dans Créer. Ensuite, je clique dans Création de requêtes. Je ferme ça. Et je clique là dans SQL. Hein? Et je colle aussi. Tac. Vous voyez, dès que je colle, j'exécute, il me crée ma table client qui est là. Regardez, la table client est bien créée. Je pars en mode création. Parce que pour modifier la structure, c'est clic droit sur le nom de la table, mode création. Et vous voyez, il m'a créé ma clé primaire avec les types que je veux. Vous voyez, je l'ai fait dans MySQL, dans Access. On n'a pas encore vu SQL Server ensemble, mais regardez, je vais faire ça. Je me connecte à SQL Server. Vous allez voir la force de SQL. Je prends n'importe quelle base de données au hasard. Je l'ouvre. Pour lancer une requête SQL dans SQL Server, c'est là, New Query. Je clique. OK. Donc, dans la base là, Exxon, vous voyez que il y a déjà une table client. Donc, je change de base de données. Je prends la base Exo3A. Là, il n'y a pas encore de table client, mais je colle ma requête qui est là, paste. Vous voyez? La même requête, je peux vérifier est-ce que la syntaxe est correcte. J'exécute. Tac, il me crée ma table client. Regardez, j'ai réfléchi la liste des tables. Et hop, ma table client est là, avec mes clés primaires. La même chose avec SQLite qu'on a vu aussi. Donc là, je viens d'utiliser 4 SGBD pour taper le même code. Et dès que je tape le même code, ça s'ouvre. Donc, SQLite, je prends ça. Pour exécuter une requête avec SQLite, comme on l'a vu, je viens d'ouvrir ma base. On clique là, exécuter le SQL. Tac, je colle. Je peux exécuter ici. Tac. Il me dit requête exécutée avec succès. Elle a mis 0 secondes. Et normalement, quand je retourne dans la structure de la table, vous voyez, dans la base, j'ai ma table qui est là. Et donc, c'est ce qu'on vous a dit durant le cours. La force, c'est que il est le langage commun à tous les SGBD. Donc, je viens de créer une table dans SQLite, dans SQL Server, dans Access et dans MySQL. Et je ne me suis pas cassé la tête pour regarder où est-ce que je dois cliquer, comment je dois choisir. Non, je tape juste les commandes. Et c'est ça la force de SQL. Donc, vous voyez, dès que je tape le code qui permet de créer une table, ça marche. Maintenant, attention, si je revenais là dans MySQL, tac, je colle, j'exécute. Ça ne va pas marcher. Si ça marche, c'est en vert. Si ça ne marche pas, c'est en rouge. Selon vous, pourquoi ça ne marche pas? J'ai copié le code là. Là, il n'y a pas d'erreur. Je colle, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Involontaire. Pourquoi ça ne marche pas? Regardez le message d'erreur. De toute façon, il vous quitte. Regardez le message d'erreur. Il dit quoi? Allô? C'est ça. Donc, les contraintes de base de données continuent à s'appliquer, même si on utilise du SQL. La table existe déjà, on ne peut pas le créer une deuxième fois. Deux tables ne peuvent pas avoir le même nom. C'est pourquoi il me dit table client already exists. Et donc, comprenez qu'en SQL, on a deux types d'erreurs. On a les erreurs syntaxiques et les erreurs sémantiques. Une erreur syntaxique, ça veut dire que tu t'es trompé dans la manière d'écrire le code. Là, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, mais c'est une erreur sémantique. C'est-à-dire, une table qui existe déjà, on ne peut pas le créer deux fois. Maintenant, est-ce qu'on continue avec les autres commandes ou je vous donne un petit exercice? Bon, on termine donc avec les structures. On termine avec ça.
Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Bon, on parle des index. La commande create index permet de créer des index multicolonnes. Donc, on peut faire create unique index, create index on table, ainsi de suite pour indexer les champs. Donc, on reviendra encore sur c'est quoi les index. Et create unique index, c'est pour créer un champ où deux données ne peuvent pas se répéter, même si ce n'est pas la clé primaire. OK? L'importance des index en base de données, c'est que les index permettent d'accélérer les recherches. Les index permettent d'accélérer les recherches. Le système détermine sa stratégie d'accès en fonction des index existants. Les index sont automatiquement mis à jour. Il est indispensable de créer des index appropriés pour accélérer le traitement des requêtes. Il ne faut cependant pas créer des index sur n'importe quelle colonne. Effectivement, les colonnes de texte, il faut éviter les index parce que ça va ralentir. Un index est supprimé par la commande drop index. Et pour modifier maintenant une table, une base de données, une colonne, c'est alter. La modification du schéma n'est pas prévue dans SQL 1, mais maintenant c'est pris en compte dans SQL 2. Et maintenant, on met drop table pour supprimer la table, alter table pour modifier. Pour ajouter une colonne à la table client qu'on vient de créer, par exemple, c'est alter table client, add colonne, TLF, searches. Avant de passer à la manipulation des données, je fais comme ça, vous allez voir, tac. Vous voyez, je copie ça. Je vous invite vraiment à passer par notre part pour vos commandes. Je colle. Normalement, si je tape ça, alter table, client, add colonne, téléphone, searches, il me crée une nouvelle colonne. On y va, regardez. Dans MySQL, bon, je suis obligé d'effacer ce qu'il y avait, sinon il y aura une erreur. Donc maintenant, j'exécute et ça marche, vous voyez. Si j'ouvre à nouveau la table client, il m'a bien créé ma table, ma colonne téléphone. Je pars dans Access pour lancer une requête SQL, comme je vous ai dit. On part dans Créer, création de requête, on ferme ça, on fait clic droit, mode SQL, ou bien on clique là SQL. On a les deux options. Je colle, j'exécute. Il me dit il faut fermer la table d'abord. D'accord. Créer, exécuter. Et là, si j'ouvre à nouveau la table client, mon champ est là. Même chose dans SQLite. On clique là, tac, tac, et il est là. Donc, vraiment, on a tout ce qu'on veut. Maintenant, pour aller vite, vous allez me faire ce TD-là en 2 minutes chacun. Donc, soit vous le faites dans Notepad, soit vous l'écrivez sur un papier, après vous le postez sur le chat, on corrige pour tout le monde. Pour maîtriser vraiment la commande de création des tables. Donc, chacun va créer cette table-là. Allez-y. Je pense qu'on peut prendre quelle table on va prendre. Oui, je peux vous donner rapidement un exemple. On va créer une table qui s'appelle étudiant. Et voici les colonnes. ID, prénom, nom, datness et montant inscription. Montant sera de type int donc. Montant S. Allez-y, créez-moi cette table-là. Écrivez-moi le code SQL qui permet de créer cette table. Donc, vous pouvez vous baser sur ce qu'on a déjà vu ici. C'est ça qu'on demande. Créer une table qui va s'appeler étudiant. Voici les colonnes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous revenez modifier la table, ajouter une colonne qui va s'appeler tel underscore 1. Ça, c'est une commande créée pour créer la table. Et là, vous revenez pour faire une commande alter. Donc, allez-y. Donc, je vous donne 5 minutes. C'est parti. Donc, je vous montre les commandes aussi. Donc, voici ce qu'on vous demande. Si je montre là, ça devient trop facile. Hein? Bon, vous vous basez sur ces requêtes SQL pour faire le travail qui est demandé ici. Allez-y, c'est parti.